Un est mort quand on était à Bekia et nous sommes restés 6 aujourd'hui, donc 4 garçons et 2 filles. Avec le puritanisme protestant religieux, j'espère que papa, en fait, Yoronga le Moïban a... Le Moïban. Le Moïban, oui. Voilà, parce que souvent c'est déformé, on dit le Moïban. J'expliquerai pourquoi. J'étais ministre du contrôle d'État, oui. Et je mettais beaucoup de gens en prison pour avoir volé 5 francs à l'État, 10 francs à l'État, 1000 francs à l'État, des millions à l'État. J'ai fait adopter une loi qui condamne à mort quiconque volera au-dessus de 5 millions. Alors que 5 millions aujourd'hui, ça représente quoi? Pas grand-chose. Mais pour 5 millions, tu vas en prison. Et tu es condamné à mort. Donc, c'est ça qui m'a valu le nom de Yoronga le Moïban. Donc, Yoronga le Moïban, c'est pas maintenant, mais c'est depuis le non, depuis que j'étais ministre, ouais. Depuis que je suis ministre. Ministre sous Hissène Habré. Sous Hissène Habré. J'étais ministre du contrôle d'État et je n'y vais pas de la même ordre. Je faisais trembler les gens. Même les ministres, même mes collègues. Mesdames et messieurs, vous suivez toujours votre émission itinéraire. Itinéraire qui reçoit ce soir monsieur Ngarledi Yoronga, leader du parti Fédération Action pour la République. Mais nous restons toujours au niveau de la famille pour bien connaître qui est monsieur Ngarledi Yoronga. Alors, 7 enfants de la famille, vous restez 6 aujourd'hui et je finis ma question de tout à l'heure. Finalement, papa n'a qu'une seule femme. Une seule femme. Nous, mon père s'est marié à une femme. Ensuite, il est allé en aventure à Bousso, à Signa, qu'on appelle Massénia. C'est pas Massénia, Massignan. Massignan. Mass. Le tamarinier, il y en a beaucoup. C'est ça, Massignan. Donc il est reparti, sa femme s'est remariée et il a pris son enfant qui est notre aîné. Nous sommes 8 avec cet enfant-là qui est mort malheureusement lui aussi. Et il a épousé ma mère, donc nous ne connaissons que nous-mêmes. Mon père n'a jamais eu une autre femme en dehors de ma mère, sinon sa première femme qu'il a quittée parce que lui il est venu en aventure. Mais mon père est un pasteur, comme je vous l'ai dit. Son premier poste c'était à Bangoul, un village d'Aï au niveau de Koumra. Et je parlais, la langue que je parlais quand j'étais enfant, c'est le Daï. Je parlais Daï comme ma langue maternelle. Il a fallu qu'on revienne au village pour que je réapprenne. Nous réapprenons, nous, mon grand frère, moi et surtout, nous réapprenons la langue Gambaye. Donc aujourd'hui, on a tout oublié. Mais mon père était pasteur à Bangoul. Et ensuite, il est revenu être pasteur au village même de Comé. Et ensuite avec lui. Voilà. Mesdames et messieurs, votre émission itinéraire continue avec monsieur Ngarledi Yoronga. Alors, est-ce qu'au niveau de la famille, vous étiez le seul qui n'aime pas ce qu'on lui marche sur les pieds, ou bien vos frères et vos sœurs également se comportent autant? Non, mais je ne ressemble pas aux autres. Je crois que je suis un cas à part. Je n'aime pas l'injustice. Tu m'agresses, je t'agresse. Œil pour œil, dent pour dent. Qui que tu sois. Pourtant, c'est pas ce que. Qui que tu sois. Pourtant, c'est pas ce que Jésus a enseigné. Vous qui avez parlé tout à l'heure. Oui, mais Jésus a enseigné la droiture, la justice, pas l'injustice. Mon oncle, le grand frère à ma mère, qui ne me piffe pas, pour un oui ou pour un non, il me tape. Et un jour, je lui ai dit, ça suffit. Et je l'ai mis en garde. Depuis lors, je suis tranquille. Quelqu'un qui s'aimait la terreur dans le village, hein,
terreur. Tout le monde a peur de Philémon Guerriot. Tout le monde, tout le village. Quand je l'ai mis en garde, je lui ai expliqué pourquoi je l'ai mis en garde. Il a cessé de me taper pour un oui ou pour un non, pour des fautes que je n'ai pas commises, etc. Je lui ai dit, tu es, parce que lui aussi c'est un pasteur, mais tu es très méchant, tu n'iras pas au ciel. Je lui ai prêché l'évangile. Depuis lors, je suis quitte avec lui. Ah, donc, moi, qui que tu sois, si tu es injuste à mon égard, si tu je suis un homme nerveux, prompt à m'emporter, surtout quand je suis touché de plein fouet. Donc je n'ai pas que de qualité, j'ai aussi des défauts. J'ai des défauts, je m'entête. Quand j'ai une idée, je ne m'en débarrasse pas, je ne m'en défais pas. Mais l'âge aidant, je commence par tempérer un peu cette petitesse. Mais ça se retrouve dans mes écrits, dans le parler, etc. Je vais faire un effort. Mais je n'ai pas que de qualité, j'ai aussi des défauts. Oui, et parlant de qualité, quelles sont les meilleures qualités et quelle est la vertu principale de M. Yorongar? Mais c'est à vous de voir la qualité que j'ai, c'est pas à moi de parler de ma qualité. Mais pour un étranger, disons pour un auditeur de FM Liberté qui ne connaît pas qui est Yorongar, ou bien pour si l'émission est écoutée par exemple à l'extérieur, on demande quelle est la qualité de M. Yorongar. Ben, vous savez que la lutte que j'ai menée depuis tout le temps, et surtout quand je suis entré dans la vie active politiquement, dépasse le cadre du territoire tchadien. Je vais vous raconter une anecdote. Un jour, j'étais à Paris, je rentrais. Un oiseau est rentré dans le réacteur ici à N'Djamena et les gens croyaient que c'était une tentative de détournement ou de machin. Un avion a été mis à notre disposition, nous sommes allés à Dakar. J'étais fatigué, il y a un neveu, Kodindo Raphaël, qui a pris mon passeport pour remplir les formalités de police à l'hôtel. Quand le monsieur a vu Yorongar, il dit c'est vous Yorongar? Il dit non, c'est pas lui, c'est celui qui est assis là-bas. Est-ce que c'est Yorongar, l'homme politique du Tchad là? Il dit oui, c'est lui. Il jette son bic, il va appeler qui le cuisinier, qui le balayeur, qui les employés. Je suis entouré. Et j'ai improvisé un meeting. Donc, je crois que ce que je fais dépasse le cadre du Tchad. Mais il ne m'appartient pas de dire que j'ai des qualités. Je crois que les gens apprécient ce que je fais. Alors, vous parliez tantôt de vos rapports très tendus avec vos collaborateurs pendant que vous travaillez. Mes patrons. Avec vos patrons, si vous voulez, à la fonction publique tchadienne. Alors, monsieur Ngarledi Yorongar, comment les autres vous voyaient? Quelle était la perception qu'ils ont de vous? Chacun apprécie Yorongar de sa manière. Ceux qui m'approchent et qui me connaissent s'étonnent que je vis cette vie sobre. Mais ceux qui ne m'ont même pas connu, qui ne m'ont même pas vu et qui ont entendu parler de Yorongar, c'est quelqu'un qui vit dans un luxe insolent. Donc,
moi je me contente de peu. Pourvu que j'ai ma méchante boule à midi. Et ça me suffit largement. Parce que à vouloir vivre dans l'aisance insolente, on vend son âme, on vend sa langue. Alors moi, je préfère ma dignité, je préfère vivre sobrement pour sauvegarder ma dignité d'homme, tout simplement. Donc, il appartient aux autres d'apprécier la personne de Yorongar. Ce n'est pas à moi de parler de Yorongar. Compte tenu de vos comportements avec beaucoup d'exigences vis-à-vis de vous-même et vis-à-vis des autres, est-ce que Yorongar a des amis? Oui, j'ai des amis. J'ai des amis de tous bords, à l'intérieur comme à l'extérieur du Tchad. J'ai de très bons amis, on se fréquente jusqu'aujourd'hui ici au Tchad. J'ai des amis à l'extérieur. Il n'y a pas un jour qui passe sans que je reçois des coups de fil de l'extérieur demandant ma santé, demandant comment je vis, est-ce que j'ai pas de problème, et qui m'aident beaucoup. Comme vous savez, le gouvernement et l'Assemblée nationale refusent de me prendre en charge pour mes soins qui demandent beaucoup d'argent, mais les ordonnances, c'est des amis qui payent. L'hébergement, c'est des amis qui payent. C'est pas avec le salaire de député au Tchad que je peux me permettre d'aller à Bruxelles me faire soigner dans une clinique où est soignée la famille du roi Baudouin, la famille du roi de Belgique. Donc, ça veut dire que Yorongar n'est pas n'importe qui? Non, mais c'est pour vous dire que j'ai des amis. J'ai des amis. Et la clinique Saint-Jean à Bruxelles, quand vous dites que vous êtes soigné là, les gens lèvent la tête pour vous voir, pour vous voir qui êtes-vous. Donc moi j'ai des amis. Quand après le 3 février je me retrouvais en France, c'est aussi les amis qui m'ont hébergé pendant 9 mois. Hébergé dans un hôtel, payé. Voilà, nous parlerons dans une prochaine émission du 3 février, justement, vous l'avez évoqué, il s'agit donc de la bataille des 2 et 3 février 2008 au cœur de la capitale tchadienne où vous avez bataille au cours de laquelle Yorongar a disparu avec d'autres leaders de l'opposition tels que Ibn Oumar Mahamat Saleh ou encore l'ancien président Lol Mamadou Choua. On en parlera largement dans un prochain épisode. Mesdames et messieurs, votre émission itinéraire se poursuit avec le député fédéraliste Yorongar Garledji. Monsieur Yorongar, est-ce que ça ne vous dérange pas qu'on vous appelle le député des 301 puits de pétrole? Ben, là également, pourquoi on m'a appelé député de 301 puits? Un jour, je reçois un coup de fil d'une amie qui vit en Allemagne, qui est une militante active de l'Amnesty International, qui veille sur moi comme une mère. Elle peut être ma mère. Et je suis comme la prunelle de ses yeux. Elle m'appelle, elle me dit, Yorongar, j'ai besoin de renseignements sur le pétrole du Tchad. Je dis, mais qu'est-ce que tu vas en faire? Qu'est-ce que tu vas faire? Ça peut te foutre le pétrole du Tchad. Je dis, non, c'est important. Là où coule le pétrole, coule le sang. Il faut que tu le saches. Toi qui es militant des droits de l'homme. Donc c'est comme ça que je me suis intéressé au projet pétrole et j'ai découvert des choses horribles. Vous imaginez un projet pétrole comme celui du Tchad, dont le financement des installations coûte 4 milliards de dollars. C'est un projet jamais réalisé en Afrique noire, je dirais en Afrique. Donc j'ai essayé de voir, mais de quel fil
est issue cette affaire. Donc, je me suis rendu compte que c'est la famille de Déby qui gère la négociation. Sa famille, Hissène Erdimi, Tom Erdimi, Agar, des gens du clan. J'ai réuni les renseignements, j'ai envoyé à mon ami en question, et c'est ainsi que j'ai pris conscience du projet pétrole. Donc, ça fait boucan, sur le plan national comme sur le plan international. J'étais tout le temps accroché au téléphone en train de répondre aux interviews des radios, des télévisions, de tous les pays. J'ai drainé autour de moi 300 associations. 300 associations de par le monde qui m'encadrent, qui veillent sur ma vie, veillent sur moi. Si quelque chose m'arrive, les 300 se mettent en branle-bas pour me sortir des pétrins. Jusqu'à présent, ces associations. Jusqu'à présent, oui, jusqu'à présent. Donc, il y avait 300, on disait qu'il y avait 300 puits de pétrole dans la région de Bébéja, alors que c'est 2000 et quelques. Le 1 puits en question, c'est qui sont en exploitation. Voilà, et le 1 puits en question, c'est celui du Canem. Donc, les gens ont dit le député de 300 puits. C'est comme ça que c'est tombé, et puis on m'appelait député de 300 puits. Alors, pour avoir défendu, faire comprendre à Déby que la bonne gestion du projet entraîne aussi la bonne gestion des revenus pétroliers. Mais comme ça a été mal négocié, aujourd'hui la gestion aussi est catastrophique. Oui, je crois que le pétrole c'est quand même un gros chapitre, hein. Ça fera également l'objet d'une émission avec vous, Monsieur Yoro Ngargaledi, afin d'expliquer dans les moindres détails, parce qu'il n'y a pas que le pétrole de Doba, on parle également de pétrole de Bongor. Non, mais le Tchad est une cuvette. Il y a une revue britannique qui a publié en 1977, je me trouvais en France, que le Tchad est une cuvette sous laquelle il n'y a que le pétrole. Il n'y a que le pétrole. Du nord au sud, de l'est à l'ouest. Et la revue explique que le pétrole camerounais est au Tchad. Nigérien est au Tchad. Libyen est au Tchad. Et que le jour où... C'est pour ça qu'on entretient des troubles au Tchad. Le jour où le Tchad se met à exploiter son pétrole comme il faut, ça risque de tarir dans ces pays-là. D'où on distrait le Tchad avec des troubles. Ça veut dire qu'ils ne s'occupent pas de l'exploitation de leur pétrole. Donc parler du Tchad, c'est parler du pétrole. Ça c'est d'un. François, un quotidien français, a titré Tchad Eldorado africain. Et François a utilisé le livre de Mathieu, un spécialiste en géologie. Il était même DG du ministère du pétrole, pour recenser tout ce que le Tchad recèle. Tout ce que le Tchad recèle. Donc le Tchad est très riche, trop riche. Il y a du tout. Il y a du tout au Tchad. Du pétrole, du zinc. Mais est-ce que vous savez que le pétrole de Comé, avant le pétrole, on a trouvé une mer souterraine.
une mer d'eau potable. D'eau potable. Et comme il y aura dans les années à venir la guerre de l'eau, les gens laissent encore en veilleuse. C'est pour vous dire que le Tchad est excessivement riche. Non seulement riche en surface, mais riche en sous-sol. Lisez mon livre Tchad, le procès d'Idriss Déby, témoignage à charge, édition L'Harmattan 2003. J'ai repris le recensement de ces richesses-là. Mais quand vous lisez, vous direz, mais les Tchadiens ne doivent pas être pauvres comme ça, dormir dans des taudis comme le mien. Normalement, non. Voilà l'épisode de mon nom, député de 300. D'accord. On en parle dans une autre émission. On arrête. Ça commence à noircir. Ouais, on arrête. Ouais. Viens voir en fait, si tu n'es pas convaincu. Il Parce que, commence attends, il commence non seulement à être ça, parce que intéressé. Je commence à me réveiller. Les gars n'ont pas pris le coca ici. même. C'est pas grave, on va faire. les yeux on n'en voit pas. Il n'y a que du noir quoi. C'est pas bon. Ajoutez le numéro là, je le ferai. Je suis en interview avec la télé, donc après je vais le faire. Non, retard. Hein? Ah, le code de presse, mais bon, je vais m'en occuper. Non, on était sur le pétrole. Non, Député de la 300. précision que je voulais faire. Ah ok, bon allez-y. Il faut que je le fasse maintenant pour ne pas... Oui, bon c'est une parenthèse, on va peut-être après. Mesdames et messieurs, vous suivez toujours votre émission itinéraire qui reçoit toujours pour vous Monsieur Ngarledi et Yorongar, député fédéraliste. Alors, Monsieur Ngarledi, Yorongar, apparemment vous avez un parcours assez difficile, voire assez compliqué. Pourquoi cela? Est-ce que vous mettez cela sur le compte du destin ou bien c'est vous qui l'avez voulu ainsi? Mais avant de répondre à votre question, je fais un petit tour en arrière. J'ai mis 4 ans et demi à l'école primaire pour obtenir mon CP et mon concours. 4 ans à l'école secondaire pour obtenir mon BPC. 2 ans à l'école nationale d'administration publique pour obtenir mon diplôme. Après ce diplôme, je suis allé au Canada, j'ai obtenu mon bachelor. Et après le coup d'État, je suis allé en France à l'Institut international d'administration publique. Au cours de mes études, la première année, j'ai fait un DSS de sciences administratives. L'année suivante, quand les autorités de la place ont supprimé ma bourse, je me suis débrouillé à faire 2 DSS, un DA et 2 DSS. Le DSS en droit public à l'université de Paris 1, Panthéon-Sorbonne. Ensuite, j'ai fait un DSS en sciences politiques dans la même université où j'ai obtenu les 2 diplômes. J'ai préparé à l'école de hautes études en sciences sociales une sommité d'université. J'ai préparé un DA en sociologie politique. Ensuite, de 78 à 79, j'ai fait ce qu'on appelle un DA en sciences politiques à l'université de Nanterre, Paris 10. Et c'est au cours de ce cours, de ce DA, que j'ai rencontré un certain Paul Stéphane Nicolas Naki de Bosca, l'actuel président de la République. Le français. Française. Donc voilà un peu ramassé. Sarkozy, il s'appelle Paul Stéphane Nicolas Nagui de Bosca. Donc c'est comme mon nom Ngarledi Koji Yorongar est long, on m'appelle Ngarledi Yorongar.
Donc lui, il est devenu Nicolas Sarkozy, un raccourci. Mais sinon, il s'appelle Paul Stéphane Nicolas Naki de Bosca. Alors, est-ce que vous aviez des amitiés avec M. Nicolas Sarkozy? Pas particulièrement, mais on se connaît. On se connaît à l'époque. Lui, il était un activiste du RPR, le parti de Jacques Chirac. Donc, on se connaît comme ça, dans la classe, comme dans n'importe quelle classe les étudiants se connaissent. Alors maintenant, vous êtes devenu un homme politique, lui il est président de la République française. Est-ce qu'il se souvient de vous? Est-ce qu'il sait que vous avez étudié ensemble et quels sont vos rapports avec Nicolas Sarkozy? Mais posez-lui la question, c'est pas à moi de répondre à sa place, mais moi je sais que nous avons fait le DA de sciences politiques ensemble. J'ai reproduit dans mon dernier livre, Tchad, démocratie, crime et mensonge d'État, dans lequel j'ai parlé longuement de lui et j'ai reproduit la liste de nous, les 17 élèves du DA de sciences politiques. Donc, c'est pas du bluff. Voilà un peu ramassé. Ça veut dire que vous avez la preuve, en fait, 17 étudiants, dont combien de femmes? Ben, sur 17 étudiants, il n'y a que 3 qui ont des noms à consonance française. Hein. Nous tous, y compris Nicolas Sarkozy, nous avons des noms à consonance étrangère, africaines, hongroises, etc. Donc, sur 17, je crois que les Français de souche sont 3 ou 4. Ça veut dire que M. Nicolas Sarkozy n'est pas français d'origine? Non, il n'est pas français d'origine, il est hongrois. Son père est hongrois, il est venu en France pour entrer à la Légion d'honneur, à la Légion plutôt étrangère, et un médecin hongrois qui examinait les candidats a trouvé qu'il est en bonne santé, mais il l'a réformé pour lui éviter d'aller se faire tuer. Et c'est comme ça qu'il est resté en France, il s'est marié, il a fait des enfants, dont Nicolas Sarkozy. Alors aujourd'hui, on peut se poser la question, avec tout ce que vous avez acquis comme diplôme, à quoi cela a servi? Ça ne sert à rien parce que j'ai même j'ai préparé 2 thèses de doctorat. Dont une porte sur le coup d'État du 13 avril 1975 et on me l'a volé. J'ai remis à une femme, agent de renseignement, je ne me rendais pas compte. Elle a donné à une autre qui s'appelle Perrault, Madame Bonnet, qui est connue des milieux tchadiens. À qui j'ai remis à Madame Perrault, et Madame Perrault prétend m'envoyer par la poste, alors qu'on a convenu qu'on doit me remettre main à main, prétend envoyer par la poste, sans lettre recommandée. Donc la thèse est restée entre Madame Perrault et moi jusqu'aujourd'hui. Donc j'étais un peu découragé, j'ai laissé tomber la thèse de sociologie politique et également au niveau de Paris 10, j'ai tout arrêté. Donc j'ai actuellement inscrit à l'école de hautes études en sciences sociales une thèse de doctorat en sociologie politique et une autre thèse à l'Université de Paris, un Panthéon-Sorbonne, portant sur le thème coup d'État militaire, 13 avril 1975. Donc, ça ne sert pas à grand chose. Alors, vous insistez sur une thèse, en fait, publier une thèse sur le coup d'État de 1975. Est-ce que ça confirme également cette thèse qui dit que Yorongar est l'un des auteurs du coup d'État de 13 avril 1975 contre le président François Tonganoï?